Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour cette troisième partie des FAQ, alors que je replace un peu mon matériel sonore. Voilà, là je suis bien installé. Bonsoir tout le monde, alors vous avez pu entendre un magnifique morceau Storm Clouds Cantata. Donc là c'est le Danish National Symphony Orchestra et le conducteur c'est John Mauceri, pardon. Oui, moi j'aime beaucoup ce morceau, j'aime beaucoup cette scène. C'est une scène qui me met dans un état, très émotionnel. Moi je pleure. La dernière fois que j'ai vu cette scène, j'ai pleuré. Mais je pense que c'était des pleurs d'une espèce de, pas d'adoration, mais de moments de grâce, en fait, de mise en scène, de tout. Moi je suis très sensible, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, je suis très sensible au suspense. Et forcément, cette scène-là, c'est le clou du spectacle. Les angles de caméra sont un peu étranges. Le montage alterné entre ces notes qui s'enchaînent et le meurtre qui va arriver me provoque vraiment, avec James Stewart qui essaye d'ouvrir toutes les portes et tout ça, moi ça me provoque un effet assez vibrant. Moi, un moment, je l'avais déjà dit, on l'avait projeté en cours. Et moi, je me suis un peu caché, j'ai mis mes mains sur le côté pour pas qu'on voit que j'étais en train d'être en fait en état, pas en état de choc, c'est trop, mais en état de pleurs ou en état de pleurer, parce que pour moi, c'était très très intense la montée, on va dire le crescendo, et qu'il y a une dramaturgie très forte, une fatalité très forte et tout ça. Et encore une fois, c'est une scène de montage. Et je crois que c'est définitivement vraiment ce que j'ai identifié dans le cinéma qui me plaît beaucoup, c'est le montage, et notamment le montage alterné, c'est-à-dire où tout d'un coup la narration, j'allais dire s'enraye, non, mais se dédouble, se multiplie. Et je pense que c'est aussi par extension pour ça que j'apprécie vraiment Christopher Nolan, qui lui démultiplie ses points de vue, démultiplie ses scènes et les fait jouer en même temps, donc à travers un espèce de galaxies qui tournent ensemble, et on passe de l'un à l'autre, d'une planète à une autre, d'une façon assez magistrale à certains moments de sa filmographie. Et ça, je vois chez Hitchcock, les plus grands moments sont des moments de suspense chez lui, et certains de ces moments sont issus bien sûr d'un montage alterné. Regardez Fenêtre sur cour, c'est un montage alterné entre James Stewart qui s'en fait et Grace Kelly qui est dans l'appart d'en face, et on voit tout d'un coup le potentiel assassin arriver pour rentrer chez lui, et elle est dans l'appart, et là le James Stewart il sait plus quoi faire, et là ça c'est un moment qui est incroyable, et encore aujourd'hui c'est un effet qui est tellement redoutable parce qu'il y a une telle impuissance chez le spectateur et chez James Stewart, et on lit vraiment les deux, et du coup là le spectateur il a un effet d'identification totale, puisqu'on épouse aussi littéralement le point de vue de James Stewart, en étant aussi à la même distance bien sûr que lui, et avec l'incapacité de réagir, parce que le spectateur est cloué sur un siège, tout comme James Stewart est cloué sur sa chaise roulante. Donc on a un effet de copie entre le spectateur et James Stewart. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là dans les trucs de Hitchcock, mais je veux dire, il y a le suspense pour moi, c'est vraiment ce qui me fait venir en salle. Ce n'est pas voir le réel, ce n'est pas avoir de l'ambiance ou des trucs comme ça. Moi, c'est le suspense qui me fait griser vraiment beaucoup. Alors, bien sûr, ça me fait venir souvent pour un peu les mêmes types de films. Quand j'en croise un qui me plaît, alors là, il y a quelque chose de super fou qui se passe. Ça m'avait fait ça, vraiment ça, de façon très très nette chez Paul Greengrass quand il a fait Green Zone, qui est un film d'action de guerre qui est passé un peu inaperçu, et Green Zone m'avait fait un effet de fou. Je me rappelais mon prof de Misha Ciotta, mon prof de cinéma américain, qui disait vachement du bien, parce que Positif avait fait un gros truc sur le film, mais je l'ai vu beaucoup plus tard, et quand je l'ai vu, moi ça m'avait fait un effet, parce que justement il y a un montage ample, qu'il y a des enjeux qui sont vraiment très important sur l'enjeu, la quête de vérité, aussi se battre contre ses semblables. Donc se battre contre ses semblables, c'est se battre contre
le gouvernement qui veut aussi faire taire le dernier général de Saddam. Et du coup, ce pauvre petit soldat qui veut, Roy Miller, je crois, je sais plus comment il s'appelle, joué par Matt Damon, eh bien il part dans la ville de Bagdad pour essayer de trouver la vérité, de trouver ce général, pendant que les gens du gouvernement essayent aussi de le trouver. Donc, jeu du chat et de la souris au milieu de Bagdad pour essayer de trouver le gars, quoi. Et c'est fait avec une mise en scène, tchac-tchac, ça va tout de suite. C'est très, très efficace avec le style de Greengrass, bien sûr, un style de caméra portée, montage très découpé. Il y a une science, je trouve, chez lui, du mouvement de caméra, du zoom et de montage pour pas que le plan suivant, le plan qui s'enchaîne après ce zoom, ne pose problème chez le spectateur. Je pense que les monteurs les plus balèzes sont sûrement les monteurs de caméra portée. Parce qu'il y a aussi, non pas simplement se dire, avec ce point de vue, on va passer à cet autre point de vue, mais il y a aussi se confronter au mouvement des caméras et trouver un moment dans le mouvement de cette caméra qui bouge beaucoup. Elle est portée, ça dépend des techniques. Là, on a des Steadicam ou des choses beaucoup plus légères avec maintenant les plus petits appareils. Mais quand on veut vraiment faire une impression de caméra à l'épaule, on la porte littéralement à l'épaule avec la grosse caméra de bobine de film. Et ça génère un énorme mouvement. Et le monteur va sentir à quel moment le mouvement est opportun pour passer à l'autre plan. Donc déjà isoler les deux plans qui vont sûrement qui sont de bonne prise, et après monter les deux pour pas que le mouvement saccadé de l'un gêne la transition vers l'autre plan. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire que Christopher Roos, qui est le monteur de la plupart des Paul Greengrass, fait avec un talent. Mais qui est... Moi, le dernier Greengrass que j'ai vu, j'ai pas vu ce qu'il a fait après, j'ai vu Captain Phillips. C'était, je crois, en 2014 ou 2013. Et Captain Phillips, je n'en revenais pas. Surtout que j'avais fait une expérience très étrange, mais qui est bien à faire au moins une fois. C'est que je l'avais vu, parce que c'était un film d'Oscar, tout ça, je l'avais vu sur mon ordinateur, avant qu'il soit en salle française. Et je l'ai vu sur mon ordinateur, j'étais scotché. Vraiment, c'était un film qui m'a pris vraiment beaucoup. Qui est totalement dans la veine de ce qu'il faisait avant, avec Jason Bourne et tout ça. Et je l'ai revu après, je suis allé au cinéma pour le voir. Et là, je me rendais compte vraiment de l'apport de la grande salle. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui disaient, oui, bon, la grande salle, c'est pas si important que ça, quand il y avait le Covid et les plateformes et tout ça. Là, je me rendais compte, en fait, de l'importance de la salle. Quels effets ça procurait. L'idée aussi, qui est toute simple, je pense que vous serez toutes et tous d'accord avec ça, c'est que quand on va dans une salle de cinéma, eh bien la star qui est en gros plan, on ne peut pas tenir ce gros plan dans la paume de notre main. C'est un gros plan qui est littéralement écrasant, qui est beaucoup plus grand que nous, et ça contribue au charisme de la star. Donc, c'est une impression que seule la salle peut faire, que quelques privilégiés qui peuvent se permettre un aménagement de leur maison ou de leur appartement peuvent se permettre également, mais ça reste un privilège qu'offre la salle. Aussi un travail de son qui est très bien et qui ne gênera personne, puisque bon, en appart, quand on fait une énorme configuration son, il peut y avoir des petits problèmes avec ceux du dessus et de dessous. Pour moi, vraiment le rapport de montage et de suspense, je vais clore sur ça, c'est vraiment quelque chose qui me prend, qui me travaille, qui me fascine, et qui me fait, qui me donne envie encore d'aller voir des films, de trouver en fait ce pourquoi ça me grise. Concernant le suspense, la tension monte tellement qu'on a cette impression de mourir face au film, une impression de mourir face au suspense, une impression en fait. Alors tu dis ça, c'est très amusant parce qu'à un moment, je me rappelle, c'était dans un Harry Potter, je sais plus lequel, peut-être la Coupe de Feu. J'étais au cinéma, mais je regardais, bien sûr, c'était très très bien la Coupe de Feu, et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit recul et je me suis rendu compte que j'étais en train de m'étrangler. J'avais la main gauche ou droite, je sais plus, contre ma gorge, mais avec une façon vraiment comme si je voulais me faire mourir. Moi, ça me fait marrer. Je dis, c'est la seule fois d'ailleurs que je me suis rendu compte de ce geste, que j'avais la gorge pas tellement serrée, mais elle me prenait, ma main me prenait quand même la gorge, quoi. Donc c'est amusant que tu dises ça, mais je peux comprendre cette impression. On est dans une telle osmose avec ce qui se passe que
presque, pour certains films, notamment justement pour le morceau que je vous ai donné, on peut presque avoir l'impression que notre cœur, que les battements de notre cœur se calent sur le battement de la musique. Et là, tout d'un coup, ça nous fait palpiter beaucoup plus. Il me vient un autre moment, parce que là, je vous ai parlé de DC, mais je suis un giga fan de Batman. Mais vraiment, je faisais des bandes dessinées quand j'étais petit avec Batman et tout ça, au crayon, bien sûr, au crayon. Et donc pour moi, Batman, c'est pas, il s'agit pas de parler de religion. Hein. On n'est pas du tout, je suis pas un mec qui collectionne des BD, des figurines et des K-pop Batman ou je sais trop quoi. Non. Mais il y a un rapport de fragilité de cet homme qui va mettre sa vie en jeu et tout, en fait, tout lui va être mis en jeu pour affronter des créatures, des monstres qui sont des fois beaucoup plus puissant que lui, et par son ingéniosité, par sa volonté, il arrive à dépasser en fait l'adversité. Et il y a une scène dans The Dark Knight, donc de Christopher Nolan, où il doit sauver Harvey Dent d'un piège du Joker. Le Joker, il met en place un stratagème pour coincer le convoi dans lequel est Harvey Dent, qui va se faire envoyer en prison. Bon, je vous dis pas pourquoi. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le Joker arrive dans un camion parallèle à celui de Harvey, il commence à lui tirer dessus, avec plein de fusils, de Uzi, des trucs comme ça. Et tout d'un coup, il sort un bazooka. Et là, on se dit, oh putain, s'il tire avec le bazooka sur Harvey, sur le véhicule, même si c'est un véhicule du SWAT, le véhicule, il va morfler à fond, quoi. Et la Batman, bien sûr, il doit intervenir. Donc, il commence à intervenir, et il pulvérise un des véhicules, mais c'est pas celui du Joker. Et il revient à la charge derrière. Donc il est en train de courser le camion de Harvey pour le protéger. Et le moment où le Joker est là, encore une fois, technique de montage, et ça, Transformers le faisait beaucoup. Les deux premiers, je sais plus pour le 3, 4, etc., mais pour les deux premiers, il le faisait beaucoup. C'est quand on lance et que le missile va atteindre une cible, qu'elle soit celle de Harvey ou celle de Batman, on coupe le son. Il n'y a plus que l'explosion. Souvent, il y a des lourds effets, il y a de la musique et tout ça. Là, dans cette séquence, il n'y en a pas. Mais au moment où il y a Batman qui fait voler sa Batmobile pour intercepter le missile à la place du camion de Dent, il y a pendant un bref instant, zéro son. Il y a un vide pour, rendre plus impactant le prochain son qui est l'explosion qui atteint le véhicule de Batman. Et ce moment-là, c'est un moment où tout d'un coup, on a cette sensation que j'ai eue en salle de cinéma. Je suis pas sûr de retrouver les bons mots pour la décrire, mais c'est un moment où on a le souffle coupé. On a littéralement un moment j'allais dire d'AVC. C'est trop violent, mais l'idée, on se sent presque meurtri, en fait. Ça, c'est un moment où ça m'a vraiment fait cet effet-là. Où il y a un moment, je me sens blessé, il y a un moment de fragilité beaucoup du spectateur parce qu'on l'a habitué déjà pendant à peu près une heure à s'identifier au personnage. Dans ce cas-là, faire intervenir une scène pareille au milieu du film, parce que je crois qu'on est vraiment au milieu du film quand elle arrive, c'est justifié, c'est intéressant parce que ce genre de scène qui arrive au tout début du film, à moins d'avoir un mec un peu fou, il fera pas mourir les personnages principaux. Les enjeux sont pas encore assez montés pour que scénaristiquement il y ait une fragilité et que le spectateur puisse imaginer perdre l'un des deux. Parce qu'il s'agit de ça aussi quand on travaille du suspense, c'est imaginer sa scène de suspense à l'intérieur de son scénario. Si on fait intervenir la scène trop tôt, bien le spectateur qui n'est pas encore totalement rentré dans le film, pour les plus sceptiques, se dira peut-être je suis trop tôt dans l'histoire, il va pas faire mourir le personnage. Il y a quelques films qui nous ont prouvé le contraire, mais encore une fois, ce sont des films qui sont presque expérimentaux en termes de scénario. Je parle pour des cadres plus classiques. Et Nolan, quand même, quelqu'un qui s'autorise pas mal de choses assez classiques. Il faut que ça intervienne plus tard dans le temps pour lui faire oublier que on est dans une fiction, qu'il ait pu vivre des choses, s'identifier au personnage, et là on peut le frapper. Et c'est là qu'on peut le malmener. Et justement, suite à cette scène de course-poursuite, il y a la scène de l'interrogatoire dans le commissariat de police, et après l'espèce de double sauvetage
en montage alterné. En plus, c'est un montage alterné qui est, encore une fois, chez Nolan, beaucoup plus ample, puisqu'on a les 2 prisonniers, les 2 sauveteurs, et en même temps, le Joker qui est là pour presque coordonner le tout en termes de montage. Donc, on a 5 points de vue coordonnés en montage alterné. Donc, encore une fois, Nolan maîtrise parfaitement la mise en situation de son suspense et le suspense man. Alors peut-être que les angles de caméra sont peut-être pas les meilleurs, il a un style un peu rigide, mais par contre en montage il est totalement dans la veine d'Hitchcock, hein. C'est un héritier. Je crois que c'était toi Arthur qui parlait d'héritier, il me semble. C'est totalement l'héritier, hein. Il n'a pas l'héritier peut-être pour le choix de cadrage qui est, je trouve, chez Nolan pas aussi pertinent qu'on pourrait le penser. Mais par contre, le montage, c'est quelqu'un qui a totalement saisi l'ampleur moderne pour un grand spectacle du montage, par rapport à d'autres en tout cas. Alors ça, il l'a saisi, hein. C'est pas forcément efficace dans tous ses films, mais la notion de montage pour le spectacle, qui nous fait aussi reposer, parce que c'est pas quelqu'un qui surdécoupe, hein. On pourrait reprocher à la limite le surdécoupage dans Batman Begins, mais à ce moment-là, il était que réalisateur, il n'était pas producteur, il me semble, et c'est qu'à partir de Prestige qu'il a commencé à être producteur de ses propres films. Donc c'est un statut qui est un petit peu différent. On était en plein Jason Bourne, hein. Le Jason Bourne, la mort dans la peau, je crois, est sorti en 2004, et La Vengeance dans la peau en 2007. Il me semble que c'est ça. Donc on était en plein milieu de la caméra importée et du montage très très serré. Et La mort dans la peau, il y a des montages qui ne sont pas très propres. C'est notamment la bataille dans la... Voyons. Dans la cuisine. À un moment, il y a une scène de bataille, de baston dans la cuisine. Là, c'est absolument... il y a un problème de point de vue et du coup ça fait sauter le truc et c'est pas très agréable en fait. Alors, c'est pas sa femme, sa productrice. Ah oui, mais c'est pas elle qui réalise. Arthur. Nolan n'a pas produit n'a pas produit Batman Begins. Et puis je pense qu'au début, ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport aux autres producteurs. Question numéro 6. Matt avait sorti une vidéo sur le cinéma afghan qui est en danger de mort. Est-ce que tu feras une critique d'un film afghan pour répondre à la vidéo de Matt? Si ce n'est pas le cas, que penses-tu des gens et surtout des youtubeurs cinéphiles qui se fichent de la disparition du cinéma afghan? Je connais des films afghans. Je crois que Osama est un film afghan. Si ça se trouve, Mathieu Blum en avait parlé lors de sa vidéo, je ne l'ai pas encore vu. J'ai un peu de retard sur le programme de Mathieu Blum sur sa chaîne. Je pourrais en faire une, mais j'arrive pas à prendre le temps. J'ai pas réussi à me dégager du temps pour me dire maintenant je vais faire que ça. Une très très bonne suggestion. Je vais me le noter. Peut-être que j'aurai le temps d'écrire pendant les fêtes. Donc je garde ça en mémoire. C'est possible. J'aimerais bien. Ça fera respirer un peu la chaîne. Ça montrera aussi d'autres choses sur la chaîne. Que pensent des gens, surtout des autres youtubeurs cinéphiles, qui se fichent de la disparition du cinéma afghan? Mais mon pauvre Sacha du 54, quand ces mêmes youtubeurs ne voient pas plus loin que les plateformes Netflix et le 15e trailer de Batman, de Spider-Man No Way Home ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du cinéma ailleurs qu'aux États-Unis? Un petit peu français, hein, et coréens, pardon. Ils sont à fond sur les Coréens, c'est vrai. Mais bien sûr, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais ils savent même pas que ça existe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il doit y avoir des gens qui ont fait une ou deux vidéos sur le cinéma afghan. Je suis sûr que, par exemple, Valentin Bréheret en a parlé des fois de cinéma afghan sur sa chaîne. Mais ça reste des trucs très ponctuels et qui ne sont pas vus. Ouais, voilà. Je vois Samir là. Il n'y a pas de cinéma afghan. Il n'y a que des films, et encore des bouts de films, malheureusement. Et en plus, la façon dont c'est médiatisé ici en France, c'est quasi... ça passe sous le radar, quoi. Et encore plus, alors là, tu parles de youtubeurs, mais les youtubeurs, ils en ont rien à foutre. Hein. À part un youtubeur qui serait afghan, et encore, la moyen de se procurer certains films, c'est compliqué. Osama, je pourrais en parler. Je l'ai vu en 2006. C'était à l'Odyssée à Strasbourg.
Je l'avais vu là-bas. C'est ça ce qu'on attend aussi un petit peu d'un youtubeur. C'est qu'il sorte un petit peu régulièrement, pas tout le temps, mais qu'il sorte un peu régulièrement de sa zone de confort. Ensuite, ah bah tiens, on va parler d'un truc transversal à ça. Sylvester Stallone travaille sur un nouveau Expendables. Qui aimerais-tu avoir comme nouvel acteur dans ce projet? Personne. Il faudrait qu'il laisse les papis tranquilles là, parce que ça devient ridicule. Il a rien à foutre. Enfin, il faut qu'il arrête là. Qu'en penses-tu des 3 premiers films? Tous les 3 sont affreux. Il y a une idée d'acteurs qui se relèvent et tout ça pour un dernier comeback, mais les films ne sont pas à la hauteur de la promesse, je trouve. Aucun des 3. Je pense que dans les 3, il y a des choses intéressantes à récupérer. Aucun des 3 n'est bon pour moi. Par contre, ce qu'il a fait récemment, c'est un remontage de Rocky IV. Un montage très étonnant, puisqu'il ne diffère que de quelques minutes. Il a à peu près la même durée que l'original, mais il a enlevé plein de passages dedans et l'a compensé avec d'autres scènes, d'autres fragments. Il a amélioré, on peut vraiment dire ça, il a changé et amélioré beaucoup de choses au niveau de la réalisation même, des recadrages, des remontages avec d'autres prises. Il a gommé certains problèmes, en fait, aussi dans les angles de caméra, parce que des fois, les angles de caméra trahissaient le faux punch de l'acteur, que ce soit Dolph ou Stallone. Donc il a changé avec des positionnements de caméra différents. Il a rajouté des sons. Ça, c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'il a rajouté le son. Je n'ai pas vu le nouveau Parrain, le remontage du 3. Mais par rapport à Rocky 4, il y a beaucoup plus de son. Le son fourni... Enfin, les séquences sont plus fournies au son, ce qui rend les clips moins clipesques. Et en même temps, il survitamine certains moments qui n'en avaient pas besoin. Il y a des très beaux plans qui ont été enlevés pour mettre plusieurs plans d'affilée pour faire regarder, il y a de l'action. Et moi, ça m'a beaucoup gêné que des fois on sente du remplissage juste parce que le rythme est un peu plus lent et qu'il voulait doper le rythme. Ça, c'est très 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 gênant. D'autres choses aussi sont gênantes. Le fait que c'est quelqu'un, en 2021, qui est vieux et qui refait son film des années 80. Et quand tu as l'âge qu'a Stallone et qu'on est en 2021 et qu'on refait un film des années 80, on a tendance à gommer des choses de son passé. Et du passé des années 80. Le truc du robot. Ça, c'est un pur produit 80. Et on l'enlève. Parce que des gens contemporains, peut-être même à l'époque, je ne sais pas, mais contemporains disent que le robot, ça fait tâche. Alors que c'est un produit des années 80. Et autre chose, qui est peut-être encore plus perturbant. Cette actrice-là, comment elle s'appelle? Brigitte Nielsen, je crois. Qui était la compagne de Stallone à l'époque. Elle apparaît dans le film. Avec plusieurs plans, gros plans. Eh bien, dans la version récente, il y a moins de plans d'elle. Parce qu'il n'est plus avec elle. Donc, littéralement, un passé d'histoire qu'avait Stallone avec cette femme, et dont Rocky IV est un petit témoignage, dans la version de 2021, ça disparaît. Et ça, là, je trouve que c'est pas normal. C'est normal par rapport à ce que lui, il pense, parce que c'est ça, director's cut à lui. En tant que témoignage d'histoire, ce film ne peut même plus être considéré comme étant un témoignage de ces années-là. Puisqu'on est en train de lui enlever des choses, en fait, qui lui faisaient témoin d'une époque, d'un point de carrière de Stallone, de son environnement, tout ça. Si on commence à lui enlever des choses. Moi, je trouve que c'est problématique, ça. Il y a eu des modifications d'image, des modifications de couleurs aussi. Ça, c'est des trucs pour uniformiser tout ça, c'est bien normal. Mais dans le cinéma est mort, ils en parlaient qu'il y a aussi des modifications de sens politique, qui sont très très importants. Là, je vous invite à voir leur podcast, Le cinéma est mort, sur le Stallone. Mais assez déçu, généralement, du projet là. Voilà, Gilles, tu mets le point totalement sur l'idée. Il est cohérent comme il est par rapport à l'évolution des Rocky. Et pas seulement, en effet, pas seulement l'évolution de Rocky, mais l'évolution des films, en fait. Il y a un premier film qui est, avec un budget, une façon de filmer, une façon de jouer, une façon de prendre les angles de caméra, des fois d'avoir des maladresses, et tout ça, au fur et à mesure, gonfle, en fait, devient
autre chose et évolue, et on voit la suite en fait. Et on voit l'évolution, comme tu dis, l'évolution des Rocky, mais des films même Rocky. Et là, tout d'un coup, ce film-là, il vient comme une espèce de robot. Regardez, je suis Rocky 4. Ah non, non, vous n'êtes pas Rocky 4. Si, je suis Rocky 4. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Et en se faisant passer pour comme s'ils voulaient prendre la place. Vous savez, c'est comme des gens qui sont à la queue leu-leu. Et il y a le Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, etc. Et il y a le Rocky 4, Rocky versus Drago qui veut dégager le Rocky 4 pour se mettre à sa place. C'est un peu ça. Et moi, je suis pas d'accord. Ce cut est vendu comme une version alternative. Oui. Il le précise, alors, par rapport à Rocky, il précise quand même Rocky versus Drago. C'est pas Rocky 4 Recut, hein, non, il précise bien que c'est un titre différent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, je pense qu'on est un peu en décalage par rapport à ce que je dis, mais oui, le 3 totalement était en décalage. Il y avait quelque chose qui avait tout d'un coup augmenté d'un coup avec le 3. D'ailleurs, je préfère le 3 à titre personnel. J'ai vraiment le 1 et le 2, je les ai vus vraiment très très loin, très espacés, beaucoup plus tard. Je trouve que le Rocky 4, quand je te lis, Gilles, je trouve que j'y pense, hein, mais je trouve que Rocky 4 a une belle innocence. Parce qu'il est quand même assez bourrin, hein, il est assez simple. Mais je trouve qu'il a une belle innocence dans les images qu'il donne. Il y a un moment dans le Rocky 4, dans la séquence d'entraînement que j'aime beaucoup. C'est un plan d'ailleurs, je crois, qui soit a été enlevé totalement, soit déplacé ailleurs. C'est un plan quand il s'entraîne où il est devant un miroir, il y a une photo je crois que c'est une photo de Drago. Et il arrache la photo et il y a un zoom sur lui. Et je trouve que c'est une image super où il enlève en fait du miroir la photo de son ennemi pour après ne garder que lui. C'est-à-dire à travers ce combat contre son ennemi, il va se révéler à lui-même. En fait, il va se retrouver lui-même. Justement, lui qui avait perdu une partie de lui en ayant perdu son ami. Et ce plan-là, en fait, me parle. Et dans la recut, il me semble pas qu'il y soit. J'ai vu Last Night in Soho, ça ne raconte pas grand-chose de neuf. Finalement, un film d'un réalisateur qui a des jouets et qui sait pas quoi en faire de plus. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est complètement noyé dans ses références et finalement n'en sort pas grand-chose de plus. N'en joue pas plus, mis à part pour faire des jouets, des chouettes pirouettes techniques. Il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Des imageries que j'ai déjà vues à d'autres endroits. Certains trouveront ça très innovant, mais bon, encore une fois, c'est l'expérience qui parle. Les gens peuvent trouver ça absolument formidable. Oui, si ce sont des gens qui n'ont pas vu beaucoup de films, c'est sûr qu'ils vont trouver absolument tout formidable, y compris le dernier Spider-Man. Par contre, des gens qui ont de l'expérience dans la narration de récits, qui ont vu beaucoup de films qui sont techniquement assez audacieux, ils voient les dernières productions qu'on fait, il va y avoir des blocages. On se rend compte de plus en plus que puisqu'on a toutes les limites qui peuvent sauter parce qu'on peut avoir un budget très confortable pour faire beaucoup d'effets, là on attend plutôt l'histoire qui doit être rigoureuse et souvent elle ne l'est pas. Dans ce cas-là, le film Last Night in Soho, une histoire qui tient, mais bon, moi je m'emmerde un peu, tout ça est ultra convenu, faut pas... Oh, je suis là, ok, oh là là, elle panique, oh là là, elle panique aussi au boulot, voilà, bon, ok, voilà, bon, allez, au revoir. Non, vraiment, au revoir. Il y a un ou deux plans où tu dis, ok, là on s'amuse un peu avec les effets de style, là où il y a le couteau qui passe devant elle et on a les yeux dans le reflet du couteau, tu dis ouais, ça c'est sympa parce qu'on utilise les calques sur After Effects pour créer un plan dans le plan. Ok, ouais, ça c'est sympa, mais bon, c'est un plan, ça veut pas dire que je n'ai pas forcément vu ce plan ailleurs, que tout d'un coup le film est innovant, le film est révolutionnaire ou le film est je sais trop quoi. C'est très très vain tout ça. Ça s'agite beaucoup, mais ça raconte pas grand chose. Donc bon. Le discours sur nostalgie, lui, il est plutôt mal passé pour en parler. Le mec, il se noie dedans, comme une mouche dans un verre de bière. Donc bon, c'est un ado. Donc c'est un ado de 40 ans, mais bon, ça s'agite, mais bon. Ça plaît, parce que ça s'agite, c'est comme pas mal de films récemment, ça s'agite beaucoup, donc les gens sont contents, très bien. Mais bon, ils verront bien avec la longueur... s'ils continuent à regarder des films, que bon, ça s'agitait beaucoup, mais ça racontait pas grand chose. Alors j'ai vu un diptyque de films, enfin c'est pas diptyque, mais 2 films des mêmes réalisateurs, Paravel et Kasten Taylor,
Léviathan et Cannibal. Alors, Léviathan, ça parle d'un bateau de pêche et c'est filmé avec des GoPro. C'est très intelligemment filmé. Donc, le film date de 2012. Je précise parce qu'il y a plusieurs films qui s'appellent Léviathan. Donc c'est un documentaire de 2012, Léviathan. Je vous invite à voir le trailer sur YouTube. C'est ultra saisissant. Il y a vraiment des images que je n'ai jamais vues ailleurs. Alors pour le coup, alors là, je parle d'images que j'ai déjà vues là concernant Last Night in Soho, mais Léviathan, alors là, il y a des trucs qui sont saisissants. Et parce qu'on utilise une technologie récente qui n'a souvent été utilisée que pour des plans qui se voient beaucoup trop dans le cadre d'une fiction. Je vous rappelle d'affreux plans qu'on voit dans Ben-Hur de 2016 ou dont on a l'impression de voir dans le Hobbit, le premier Hobbit. Ou même, je crois même dans les 47 Ronins, il y avait un plan, un moment qui me semblait être de la GoPro, ou en tout cas une déformation qui semblait être proche de la GoPro. Je devrais le formuler comme ça. Léviathan a vraiment des images uniques, des images où le sale et l'image sale, c'est-à-dire l'image qui n'est pas, qui est fragmentée, qui n'est pas belle, devient une part de l'esthétique du film, en même temps que le geste répétitif et l'attente d'une action devient aussi une part de la narration, et une narration qui est complètement étonnante puisque la GoPro peut se mettre n'importe où sur le navire, donc elle se met à des endroits dont on n'a souvent pas conscience concernant un bateau de pêche, hein. C'est-à-dire que le bateau de pêche il traite les poissons avant de les sortir quand ils sont à terre, et on voit en fait les pêcheurs en train de couper le poisson et de jeter les viscères, ce qui amène les mouettes, et du coup on a ce processus de mort des raies, des poissons, tout ce qu'ils peuvent attraper. On a le processus de mort qui nous est montré, et ça souvent on a tendance à l'oublier, hein. On voit les mecs avec leurs gros filets, et après on les voit les mecs sortir les poissons quand ils sont à terre. Ouais, sauf qu'au milieu il y a quelque chose, et on nous le montre ça. On nous le montre dans la répétition et le gore, hein, faut dire ce qui est, ils coupent les raies à un moment, c'est violent, hein. Ça c'est vraiment saisissant, cette forme vraiment unique pour le documentaire. Et Cannibal, celui-là j'en avais déjà parlé en FAQ précédente. Cannibal, c'est un film documentaire sur les derniers moments, pourrait-on dire, de Issei Sagawa, qui est un cannibale, un homme qui, dans les années 80, en 81, a tué une femme et l'a bouffée à Paris. Et on suit, en fait, la caméra suit son visage dans des suites de gros plans et de flou, assez étranges, et en le laissant divaguer autour de la mort, autour de son envie irrésistible de goûter de la chair fraîche. Je trouvais la forme vraiment saisissante. Encore une autre forme que celle de Léviathan. Donc Cannibal, j'ai plutôt aimé, c'était plus dur à suivre, mais pas parce que voilà, oh là là, les propos sont intolérables et tout ça. Non, c'était dur parce que j'avais du mal à m'accrocher au film. Il y avait une espèce de torpeur un peu déconcertante. Donc il fallait apprivoiser un peu le rythme du film. Bon, ça, au bout d'un moment, on a l'expérience pour le faire, donc ça se passe. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? J'ai vu un très très bon film. J'ai vu Belle de Hosoda. Alors celui-là, ça pour moi c'est un grand film de 2021. Si je devais faire un fameux top, même si je crois même pas que j'ai assez de films pour faire des top 10. Non pas que j'ai pas vu beaucoup de films en 2021, mais je devrais plutôt dire que je n'ai pas vu beaucoup de bons films en 2021. Belle ferait clairement partie de ces films-là. C'est un film complètement dans la même veine de Summer Wars et en même temps qui donne la part belle à une réinterprétation de La Belle et la Bête en citant ouvertement, mais genre ouvertement, hein, là il s'en cache pas, hein, ouvertement La Belle et la Bête de Disney, donc des gimmicks, des gestes que fait la bête à certains plans. Je suis allé revoir les plans et en effet c'est la même posture, c'est le même geste de main et tout ça. Donc c'est assez saisissant à ce niveau-là. Et pour un
va dire un ensemble émotionnel où le virtuel contamine le réel, pourrait-on dire, que la révélation des problèmes se fait sur Internet, mais la résolution des problèmes se fait dans la vie réelle. Sans blague, ça paraît évident, mais c'est aussi bien que des cinéastes nous le fassent bien comprendre, parce que des fois, les gens veulent régler leurs problèmes sur Internet, alors que c'est peut-être pas le bon endroit pour le faire. Surtout concernant ce qu'on nous montre dans le film. Le film a un drôle de glissement assez saisissant vers on va dire les 2/3 du film. On a un changement dans ce qu'on nous montre qui est le bienvenu, moi qui m'a surpris un petit peu. Et en même temps, on a cette vraie cassure entre le monde réel et le monde virtuel dans la mise en scène, une mise en scène très généreuse, très virevoltante quand on est dans le virtuel, comme quoi bien sûr il n'y a pas de limite, c'est évident, et une mise en scène plus terre à terre, plus théâtrale quand on est dans le réel. Notamment une scène qui se passe dans une gare où on a là carrément des entrées et des sorties de champs assez fascinants à observer. Donc vraiment gros coup de cœur, bien plus fort pour moi que ces films précédents, même si Ameyuki c'était bien, mais celui-là je trouve qu'il y avait quelque chose vraiment de bien, de vraiment de saisissant. Il y a un moment dans le film où il y a un chant devant une assemblée, je reste vague, qui là prend vraiment au cœur, hein. C'est compliqué, je pense, moi j'envisage pas que les gens ne soient pas émus devant cette scène-là. Il y a un truc qui fonctionne très très bien dans cette scène. Et puis c'est quelqu'un qui essaie de comprendre un peu notre époque et les jeunes de notre époque, plutôt que s'enfermer dans les clichés assourdissants d'autres réalisateurs. Moi je pense à Spielberg avec Ready Player One. Je trouve qu'il est très cloisonné au final, Ready Player One, par rapport justement à Summer Wars qui lui m'avait fait beaucoup plus d'effets. Il y avait moins de fausses notes. Alors oui, Wishline, tu me dis, est-ce que t'as vu Squid Game? Oui, j'ai vu ce truc. Encore une fois, hein, les hypes générés par Netflix, c'est une série qui se regarde, hein, qui est très sympa. Le personnage principal est très sympathique, mais en faire en crier des hurlements de révolution, de sensationnel, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas vu beaucoup de choses pour dire que c'est sensationnel, hein. Ne serait-ce que dans le filmage. Dans le filmage, c'est filmé d'une façon convenable, hein, où c'est efficace, il y a certains angles qui sont un peu chelous, mais bon, ça se tient, c'est pas tout d'un coup un truc qui devrait transcender je ne sais trop quoi, et l'écriture, c'est une écriture qui est complètement dans une veine de Battle Royale, je dirais Hunger Games et tout ça. Je crois même que le scénariste réal avait dit ça, que le créateur de la série avait dit ça, que c'était pendant les Hunger Games qu'il l'avait écrite, il me semble que c'était ça. Dites-moi hein, si je me trompe. Je suis sûr qu'en tant que certains, sûrement gros fans, sont allés voir comment la série a été créée, donc ils pourront me dire. Des fautes de goût, de kitsch, de costumes pour faire regarder, c'est un peu exotique, ça vous rend inconfortable parce que le mec il est habillé en rose et il a une mitraillette. Bon, ça c'est pour faire un peu amusant, pour faire vendeur, pour faire bizarre, regardez c'est bizarre, venez voir. Bon, en attendant, je trouve des fautes de goût, c'est du kitsch, faut aimer. Les intrigues et les révélations, bon, ça va, ça vient, c'est plus ou moins intéressant. Il y a un côté trépidant parce qu'on veut savoir qui arrive à la fin, mais ça c'est le propre des Battle Royale. Cette série n'a rien inventé. Donc moi je vous invite, encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit, à aller voir d'autres films qui s'inspirent. C'est plutôt Squid Game qui s'inspire des autres. Allez voir On achève bien les chevaux de Pollack, il me semble, ciné Pollack. C'est des mecs qui doivent faire un marathon de danse et de course jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Ils sont en couple et jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un seul couple. Et les mecs, ils sont au bout de leur vie parce qu'ils restent debout. Et ça, moi, je trouve ça palpitant. Et en même temps, c'est lié avec des histoires d'amour et tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé On achève bien les chevaux. C'est un film des années 60, je crois. Donc l'idée de Battle Royale, de dernier homme en vie, de King of the Hill, je crois. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Mais de Last Man Standing, ça on a déjà vu. On a vu dans le catch, notamment. Les Royal Rumble, pour ceux qui connaissent le catch. Royal Rumble, je sais plus depuis combien de temps ça existe, mais ça existe depuis un putain de moment. C'est un Battle Royale
Donc bon, les gens qui disent « Oh, c'est innovant et tout ça, ça n'a rien à voir ». Mais si, arrêtez. Tout en apportant sa petite dose de violence, hein, parce qu'on est sur Netflix, on fait pas pour les mauviettes, on met un peu de violence, on met un peu de sang ridicule, on fait notre séquence stromboscopique qui pète les yeux. Moi, j'ai caché mon visage, hein, parce que j'ai caché mon regard, parce que c'était juste désagréable. Et moi, mes yeux, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est 15 heures par jour devant un écran. Moi, je veux pas avoir de la violence comme ça devant la gueule. Hein. Peut-être pour des jeunes de 20 ans, très bien. Moi, j'en ai 32. Les yeux, ils ont été sollicités énormément, beaucoup trop. Je ne vais pas me faire du mal pour une série, surtout pour ces moments-là. Hein. Moi, je me suis un peu protégé de ça. Mais la série est bien. S'ils font une deuxième saison, je pense qu'avec ma coloc, je l'avais regardé avec elle. On ira regarder la deuxième saison. Parce que s'il y a de nouveau le même gars, on a beaucoup aimé le héros. Hein. Il a une bonne tête de mec sympathique. On a envie de savoir ce qu'il va devenir, donc on regardera, je pense. Mais c'est une bonne série. Ça a bien créé. Mais bon, cryogénie, faut se calmer aussi. Hein. Et puis vous savez, les hype, hein. C'est ultra hype et un mois après, il n'y a plus rien. Là, j'avais vu un article sur Cowboy Bebop, bye bye quoi. Bon, c'est pas grave. Et c'est la hype ultime jusqu'à ce qu'il y ait un autre film ou une autre série qui arrive et qui fasse encore plus hype. Donc c'est une espèce de surenchère ridicule. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah mais Vincent Dalmas, j'étais aussi dans le coin. Hein. J'étais avec Microciné à un moment. Hein. J'ai discuté avec lui. Et encore une fois, je le redis. Hein, je suis très content de t'avoir rencontré, Samir, pendant les lettres de l'angoisse. Et je suis aussi, puisque tu es là aussi Arthur, je suis très content de t'avoir revu Arthur. Et je m'excuse encore, peut-être qu'il sera pas du tout là et qu'il verra jamais la vidéo, mais je m'excuse pour Jordan parce que je me souvenais plus de son nom. Il y avait un mec, j'avais vu Mission Impossible Fallout avec lui, on avait mangé ensemble après, et j'ai dit Mathieu, et en fait non, c'était Jordan, et moi ça m'a mis mal à l'aise après, parce que ce n'est pas, je peux pas forcément me souvenir à chaque fois des noms des gens, surtout que moi j'ai tendance à être assez reclus, donc souvent la mémoire me fait défaut, assez rapidement, pour me souvenir des gens, me souvenir des interactions sociales. Et moi, ça m'a énervé que de ne pas savoir mon nom. J'espère qu'il n'a pas pris mal. Hein. Ce n'était pas du tout mon intention de le mettre mal à l'aise en me souvenant plus de son nom. Mais il y avait quand même du monde, hein. Putain, pour les lettres de l'angoisse, il y avait du monde en salle. Hein. Il y avait Léopold, j'étais super content de le voir. On a pu bien discuter, on n'avait jamais discuté mano, et très très bien. Hein. J'étais très content de le voir, de discuter avec lui, sincèrement. Dex, c'est le cinéma aussi, jamais vu, jamais rencontré, jamais discuté en vrai, mais très bien. C'est aussi quelqu'un qui est là depuis... je me rappelle qu'il avait fait une vidéo pour Interstellar, donc c'est bien avant 2014. Peut-être 2013, ouais, je dirais, ouais, je sais plus exactement. Mais c'est aussi un vieux de la vieille, lui. Mais quelqu'un avec qui j'avais jamais vraiment discuté, ou j'avais mis quelques commentaires, mais ça s'arrête là. Mais encore une fois, les gens évoluent, cherchent des nouveaux formats, ça s'agisse aussi. Et c'est tout ce qu'on souhaite, c'est des évolutions. Alors des fois, il y en a qui évoluent dans des sphères où des fois, ils arrivent à choper le succès et ça peut se transformer en affreux capitaliste. Monsieur Reggie Gorilla. Non, mais lui, c'est un flux pour générer de l'argent. Donc là, c'est une dimension que je pense qu'il n'imaginait pas au départ. Donc à partir de là, il se passe ce qui se passe, quoi. C'est générer un flux. À partir de là, si le mec est clair et que nous, qu'on va voir sa chaîne, on est clair avec cet objectif de chaîne, tout se passe bien. Moi, c'est pas du tout ce que j'aspire quand je veux parler du cinéma, du YouTube Cinéma Game. Donc c'est pas des chaînes que je vais voir. Et si je veux avoir raison sur un film, je vais voir son avis. Et je vois bien que c'est un avis qui me donne raison. Donc bon, si c'est pour faire ça, autant ne pas aller voir sa chaîne directement. Et il y a d'autres personnes qui évoluent, qui ont eu beaucoup de problèmes vis-à-vis de l'énergie qu'elles donnaient, même créativement, et qui reviennent avec des meilleurs sujets, comme Mathieu Blom, qui a fait dernièrement une vidéo sur Rocky IV qui dure 2h20. Alors il expédie les films avant en 10 minutes, hein. Et c'est ce que moi j'attendais. Moi je me disais, il va pas nous passer pendant 1 heure sur la saga Rocky. Non, il va très vite sur Rocky 4 et c'est une analyse du film presque scène par scène. Alors malheureusement c'est une analyse qu'il n'a pas pu mettre sur YouTube directement. Il a fait une vidéo donc pour en parler et il a mis un lien sur Vimeo.
J'ai regardé la vidéo avec beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'il y a un gros problème dans sa vidéo. C'est un problème d'écriture que moi-même je n'arrive pas à résoudre. C'est que quand on fait une analyse de scène par scène, ou pour moi de plan par plan, eh bien c'est une analyse chronologique. Elle a cet intérêt que le spectateur en sait autant que l'analyste, puisqu'il va chronologiquement avec son spectateur le guider vers le point final, par rapport à une analyse synthétique, où l'analyste sait tout et va déployer un argumentaire pour présenter et convaincre quelque chose au spectateur. Donc le spectateur en sait moins que la personne qui fait l'analyse. Mais l'intérêt que ça a, une analyse synthétique, c'est que c'est plus court et que ça permet d'éviter les doublons et d'avoir un concentré sur certains points. Et ça, Mathieu ne l'a pas fait. Je pense que ça aurait gagné à être synthétique. C'est très très long, 2h20. Même moi, je n'ose pas faire ça. Hein. Mais du coup, l'écriture qui voudra rendre compte de tout ce que tu as analysé pendant la durée du film, l'a bloqué sur un truc de 5 à 7 minutes, 5 à 10 minutes, ou on va dire 10 minutes par grande partie, eh bien ça demande un travail d'élagage, de triage d'informations qui est colossal. Et après mettre ça en forme. Et même moi je l'ai toujours pas résolu, hein, parce que moi je suis censé faire une analyse de la scène de course de baignure, j'en suis toujours à ce stade-là. Parce que j'ai du mal à formuler en fait un discours qui donnera on va dire, qui donnera le rapport de comparaison entre les 3 scènes des courses de chars de baignure que j'avais choisies. Donc les enjeux d'une synthèse d'écriture sur une analyse linéaire, c'est un défi d'écriture très très compliqué. Hein. Donc moi je suis déçu un petit peu qu'il y ait cette facilité de faire ça. Si en même temps c'est didactique, je pense que ça aurait gagné à être un peu plus compressé. Ça, c'est sur la forme, c'est sur une méthodologie de travail pour rendre une vidéo dont je parle. Ce qu'il dit dans la vidéo, il y a 2-3 choses qui sont totalement très très intéressantes. Hein. Notamment le passage avec le robot. Quand, voilà, au début, il y a un espèce de robot dans la maison de Rocky, je crois. Plutôt que d'évaluer la présence de ce robot, parce que ça fait bizarre, eh bien, il lui trouve une signification qui est totalement... qui est très intéressante, hein, et je trouve très justifiée. Bien sûr, je ne vous dis pas ce que c'est, je vous invite à voir la vidéo de Matt. Hein. C'est d'une promo gratuite. Hein. Allez voir la vidéo de Mathieu Blom sur sa chaîne Rocky IV, le triomphe de la volonté. Et bien sûr, ça nous renvoie à un autre problème, un problème que j'ai moi-même, c'est le problème de YouTube. Bien sûr, YouTube qui nous pose des problèmes de droit d'auteur sur de l'image. Bon là, Mathieu Blom, il avait mis quasiment le film en entier, donc forcément c'est compliqué. Mais l'idée de faire de la création avec des images de films, sur YouTube, c'est toujours très compliqué parce que non seulement on n'a pas la sécurité d'avoir notre travail visible, et je ne demande même pas d'avoir un travail rémunéré. Aujourd'hui, on a des Utip, des Tipeee, tout ça, pour pallier au manque de publicité qui apparaîtrait sur la vidéo pour nous. Bon, c'est pas un problème, la publicité. C'est l'insécurité vis-à-vis du travail effectué. La visibilité continue du travail effectué. Parce qu'imaginez qu'à un moment, voilà, vous faites votre vidéo, il y a quelques images de films et vous avez travaillé pour que ça soit pas trop. Elle est validée. Bon, elle est rémunérée pour à partir de YouTube, donc vous n'aurez rien sur la vidéo, mais elle est visible. Bon, vous dites, ouf, c'est super. 3 ans après, elle est ban, elle est strike, et vous avez un strike, et la vidéo, elle disparaît. Et vous vous dites, mais comment ça... C'est très éreintant, parce que si on l'avait su au départ, on aurait fait des modifications. Là, vous le savez 3 ans après. Et ça, c'est insupportable parce que bien sûr, les lois changent. Les boîtes de production mettent des droits, des droits d'image et des choses comme ça à jour vis-à-vis de YouTube ou vis-à-vis des intermédiaires qui vont gérer les droits avec YouTube. Et du coup, des films ou des extraits qui passaient crème ou des musiques qui passaient crème il y a 5 ans, maintenant, ça se fait strike instantanément. Et ça, c'est très énervant quand des gens comme moi ont envie de créer, de s'amuser avec les images des films et ont trop peur de risquer leur chaîne pour ça. Moi j'ai vraiment envie de créer des choses, que ce soit visible sur YouTube et pas sur Vimeo, je sais pas où, que ce soit visible sur YouTube. J'ai envie de créer des choses à propos du cinéma, de faire des vidéos essais, je vous le cache pas, j'ai vraiment envie de faire ça, de m'essayer à une écriture synthétique et pas des écritures de notes que je vais après interpréter à l'audio. Non, d'avoir une vraie écriture sur un sujet précis, travaillé, avec une forme qui est travaillée. Et
c'est vraiment cette impression comment dire, d'irrégularité sur ma chaîne. Les vidéos prennent de plus en plus de temps à arriver, qui m'a fait tout d'un coup entrevoir l'envie de faire autre chose. Je me bloque sur l'impossibilité que YouTube m'assure un visionnage, enfin une visibilité ou une non-visibilité au moment où je poste la vidéo. Je ne sais pas. Et moi, ça me terrifie, parce que ma chaîne, elle date de 2012, je ne veux pas la perdre maintenant, ce serait trop con. Dieu merci, et je remercie encore les gens sur Facebook, là, et solidaires, depuis, des fois certains, Johan, tu le sais bien, t'es là depuis des années, et Luc aussi. Ah, il y en a certains qui me suivent, et Sociorama aussi, il est là depuis, des gens qui me suivent, et qui justement, avec Facebook, ne loupent pas si tout d'un coup j'ai des problèmes ou des choses comme ça. Les gens sur Facebook sont sont ma base fidèle. Là, je peux estimer en fait le poids. Là où sur YouTube, il y a beaucoup de masse silencieuse. Sur Facebook, j'ai l'impression que c'est plus palpable. Parce que ce sont généralement de vraies personnes. Mais vraiment, vis-à-vis de YouTube, je pense pas... c'est pas l'idée d'avoir fait le tour de mon format qui est là en jeu. Si je devais être un peu critique sur mon travail, c'est que mes vidéos sont très longues. Et ça m'épuise beaucoup d'écrire, de ma prise de notes, d'enregistrer, de redécouper tout ça, de remonter les paroles, et après de le publier. C'est un process qui est un peu éreintant, et en final, je me rends compte qu'il y a des choses qui manquent, qu'il y a des propos, j'aurais pu les balancer, que j'ai pas assez nettoyé mon son. Au fond, en fait, au son, je vois plein de défauts que je n'ai pas traités, ça m'irrite beaucoup. Et du fait que la vidéo soit immense, ça m'irrite encore plus. Et pourtant, je fais attention. Si j'avais un texte moins vaseux, plus précis, il n'y aurait pas eu ce problème. Vous aurez senti clairement que dans ma voix, il y aurait quelque chose de plus dicté, vous voyez. Et ça, pour les critiques, j'ai pas envie de l'avoir. J'ai envie d'être libre par rapport à ma prise de notes. Et c'est souvent, justement, quand je bifurque totalement de ma prise de notes, pour faire des improvisations sur une idée, que j'arrive à sortir des choses que je trouve intéressantes et qui ont été faites vraiment sur le tas de mon enregistrement. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est que j'ai envie de faire un montage élaboré. Je suis pas quelqu'un qui utilise After Effects. Je n'ai pas une science d'After Effects, donc je me bloque un peu certaines possibilités. J'ai envie d'utiliser le montage pour raconter le film différemment et parler d'un sujet dans le film ou d'un sujet plus global. Quand je vois des trucs comme le Filmonaute, ça me donne envie d'essayer. Mais j'ai envie d'essayer tout en m'assurant la visibilité et la pérennité de mon travail. J'ai pas envie que dans 3 mois, ma vidéo disparaisse. Donc moi, je me pose beaucoup la question de comment je peux faire apparaître les images dont j'ai besoin sans me prendre des strikes ou des conneries comme ça de YouTube. Et actuellement, je n'ai pas encore la réponse. Je vois que, par exemple, il y a ce que fait Versus, ce qui déforme légèrement l'image en la croppant un peu en diagonale, légèrement sur le haut et sur le bas. Donc ça donne une esthétique générale à l'image sans trop faire de compromis. C'est intéressant comme procédé, mais je pense que je peux peut-être trouver un truc qui est dans cette même veine-là, j'avale mes syllabes, excusez-moi, dans cette même veine-là, sans être dans un copiage de trucs que j'aurais vu sur certaines chaînes. Par exemple, sur le cinéma de Marty, il fait beaucoup d'effets, même trop, pour cacher quelque chose qui manquerait à ses vidéos. Il avait assuré que c'était que du Premiere, donc on voit les possibilités de Premiere. Mais je veux trouver quelque chose qui corresponde à ce que je veux dire. Pas tout d'un coup que ce soit une espèce de formule et je la fais à chaque fois et tout ça. Mais ça nécessite un travail de réflexion sur les possibilités que je peux faire vis-à-vis du film, une organisation une organisation esthétique, et c'est un truc que j'ai du mal à faire. Il me faut beaucoup de temps pour le faire et pour réfléchir aussi à ce que je veux, parce que quand les trucs seront enclenchés, je ferai plus machine arrière. Donc beaucoup de questionnements sur ça, mais je voulais vous en parler, étant donné que je vois qu'il y en a d'autres qui le font, qui semblent pas déranger, mais c'est pas parce que les gars ils ont pas de problème visible sur leur chaîne qu'ils n'en ont pas. C'est pas parce qu'ils en parlent pas qu'il y en a pas. J'ai quand même envie d'essayer, quoi. Et j'ai envie aussi de mettre un coup de neuf sur ma chaîne, déjà en refaisant la bannière de la chaîne parce que c'est pas possible. Et ça, la bannière de la chaîne, elle est faite. J'ai fait une dernière modification récemment, elle est faite. Elle est vraiment cool de ouf.
C'est un truc avec des affiches de films qui s'entremêlent. Il y a 150 affiches dans la bannière. Et vous ne les trouverez pas tous. C'est pas possible. Hein. C'est impossible que vous les trouviez toutes. Hein. J'ai fait un travail de fusion d'images et tout ça autour de couleurs. Le jaune, le bleu, le rouge, le vert, le marron, l'orangé, le noir et blanc. Et j'ai collé plein d'affiches qui avaient les mêmes couleurs pour faire des espèces de colonnes de colonnes organiques hein, avec toutes les affiches. C'est magnifique. Moi j'aime beaucoup ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais beaucoup de plaisir. Donc ça c'est fait. Moi je me dis bon ok, je peux faire ça, je peux refaire mon avatar, bon ok très bien. Mais j'ai quand même envie de me mettre un peu à la page et j'ai envie d'essayer Twitter. Mais ce sera vraiment un Twitter pour l'émission. C'est-à-dire un Twitter, je poste la vidéo et c'est tout. Et je fais éventuellement de la promotion pour une émission que j'ai bien aimée ou une émission dans laquelle j'interviens éventuellement. J'ai bien compris que Twitter c'était la zone. Hein, c'est Aubervilliers quoi. Hein, ou Haute-Pierre pour ceux qui sont à Strasbourg. Et que faut faire attention à ce qu'on dit parce que sur Twitter il y a des fous et des folles. Pas oublier les femmes, très important. L'équité, mesdames et messieurs. Et que au moindre truc qui pourrait être gênant, les mecs se jettent sur toi. Ils se jettent sur toi d'une façon qui est invraisemblable. Donc j'ai pas de Twitter actuellement. Hein, je créerai un quand j'en créerai un. Mais j'aurais envie d'essayer du coup de faire aussi un habillage pour Twitter. Je pense que ce sera une déclinaison de ce que vous aurez sur la chaîne YouTube même. Et d'organiser ça. Et ça pourrait éventuellement, plus facilement, me permettre d'être en contact avec des gens. Parce que là, bon, Facebook, il n'y en a pas forcément qui en ont. Il y en a qui veulent me contacter en privé pour certaines choses. Ben, j'ai bien compris que des fois c'était plus pratique sur Twitter, si j'avais bien compris. Mais j'apprendrai à utiliser les trucs de base de Twitter. Hein. Par exemple, Jules Melon, on avait un petit peu discuté. Il s'est connecté à Facebook, mais s'il voulait me parler, peut-être qu'il aurait souhaité plus facilement sur Twitter que sur Facebook. Donc je veux bien essayer l'expérience. Avec le recul de ce que c'est comme site Twitter. Parce que moi, je le vois comme un site, pas comme une application de portable. Moi, je ne l'aurai pas sur portable. Quand j'interviendrai et je discuterai peut-être avec vous sur Twitter, ce sera via mon PC. C'est-à-dire que moi, j'aurai le rituel d'être posé, assis devant vous, pour vous répondre, pour poster quelque chose. Par rapport à d'autres qui, sous le coup de l'émotion ou en faisant 36 000 autres choses en même temps, répondent sur leur portable, en faisant des fautes d'orthographe, etc. Moi, je souhaiterais avoir une utilisation disciplinée de Twitter, en espérant pouvoir rencontrer aussi des interventions d'autres personnes qui soient aussi disciplinées que mes posts. Voilà. Un souhait que je fais, c'est quelque chose que je mettrai peut-être en route pour les 10 ans de ma chaîne YouTube. C'est possible, je pense que ce sera probable. Et ça ira bien sûr avec comme on dit dans le milieu de la post-prod, le reface, donc la restructuration esthétique de ma chaîne. En tout cas de la bannière, ça c'est sûr, et peut-être de mon petit logo d'avatar. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir régler le problème des vidéos essais d'un format que j'ai envie de faire. C'est-à-dire de l'esthétique générale de ce que je présente visuellement. Et en cela, il en va aussi du générique. Le générique, j'y pense beaucoup. J'ai des idées, mais ça nécessite d'être sûr de ce qu'on veut faire. Et bien sûr de travailler le truc. Ce sera la même musique, mais montée différemment. Avec plus de choses. Ce sera plus travaillé. Le fait de faire ma bannière m'a donné envie de refaire mon générique. Mais j'avais déjà travaillé un audio il y a très très longtemps. Mais sans me dire, le visuel, il faut que je fasse quelque chose. Je me pose beaucoup de questions. Moi, je voudrais faire des vidéos essais. Et des vidéos essais qui ne sont pas du tout, au départ, sur des films conventionnels. Je voudrais en faire un, je vous le dis, hein, de toute façon ça mettra peut-être des années avant que ça soit vraiment le cas, mais je voudrais en faire un sur Mad God de Phil Tippett, que j'ai vu, qui est vraiment exceptionnel, sur L'œuf de l'ange de Mamoru Oshii, et sur... voyons, attendez, j'ai pas le nom des réals, sur le documentaire Caniba, réalisé par Verena Paravel et Lucien Kainstein-Taylor, sur bien sûr le tueur et cannibale Issei Sagawa, qui a dévoré une femme, littéralement. Et la forme de ce documentaire est très intéressante. Et j'ai envie de faire des vidéos essais, en tout cas sur ces 3 films. Vous voyez que c'est pas forcément les films les plus évidents, et justement je veux aussi jouer sur l'idée de mettre en scène une idée avec le film,
sur YouTube sur des films qui ne sont pas forcément faciles d'accès pour peut-être pouvoir me permettre d'utiliser les images et pas que ce soit flingué tout de suite. Si je fais sur le dernier Marvel, alors là je vais me faire flinguer direct. Mais sur un des films comme ça, là il y a moyen. Vidéo essai me permettra aussi de travailler des formats courts et donc de compresser un propos, de trouver un angle d'attaque sur un sujet du film, me permettre de me travailler, de me forcer à travailler une écriture plus courte et éventuellement un travail de documentation si je le peux. Moi j'aurais souhaité vraiment faire de la doc là, sur certains sujets, sur lesquels je pense, sur lesquels j'ai envie de travailler. Mais le Covid m'en empêche. On n'empêche pas d'aller en bibliothèque, mettre à jour son pass sanitaire, avec la 3e dose, le risque zéro n'existe pas, le fait que malheureusement certains bouquins sont dans la bibliothèque la plus côtoyée de tout Paris, qui est au Halles, qui est la François Truffaut, ce qui m'enchante guère, parce que pour l'instant moi j'ai échappé au Covid. Soit j'achète, ça risque d'être cher au bout d'un moment, soit je prends le risque d'y aller pour grappiller 2-3 informations. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Donc ce qui est clair, c'est que l'œuf de l'ange, ça va pas sortir tout de suite. Je pense que la première vidéo qui sortira de ce genre de truc, sur les 3 films que j'ai cités, c'est Cannibal. Parce que Mad God, d'une façon, éthique, ce serait pas correct de poster la vidéo alors que le film n'est même pas sorti. Et actuellement, il n'est pas en vente. Donc ce serait illégal pour moi de le faire. Ça ne m'empêche pas de préparer la vidéo. Mais de la poster, certainement pas. Donc Cannibal, je pense, sera probablement le premier essai vidéo que j'essaierai de faire avec le film, en trouvant une formulation qui me plaise. Sûrement une formulation un peu onirique, poétique, où je retravaillerai l'image. Je voudrais vraiment faire un truc de qualité. Mais ça me pose, les questions de l'esthétique me posent, voilà, ça me travaille beaucoup. Et bien sûr, je me renseignerai un petit peu sur ce tueur. J'essaierai vraiment de travailler mon sujet pour que le choix des mots sur peut-être une vidéo de 5 à 7 minutes puisse être le plus percutant, le plus précis possible. Donc c'est un travail que j'ai hâte de faire, d'arriver à me trouver du temps pour le faire. Je crois que j'ai répondu à toi Arthur, mais en remettant une couche sur ce que j'avais envie de dire sur ces questions de vidéo essai. Ça, c'est vraiment, je me permettais de revenir dessus parce que c'est vraiment un truc qui me travaille là, depuis quelques mois. Arthur, tu me poses la question, t'as des conseils de bonnes chaînes d'essais vidéo? Le Filmono te dit des trucs qui sont plutôt pas mal. Il y a des trucs anglais qui sont bien. Ah, il y en a une qui est vraiment bien. Je pense celle-là, là, il y a quelques personnes qui doivent la connaître. Alors attendez, il faut juste que je la retrouve. C'est une vidéo de Patrick H. Willems. Alors c'est de l'anglais, hein. Mais il y a quelques très bonnes vidéos. C'est une vidéo c'est un mec qui a 300 000 abonnés, hein. C'est très propre, cette façon de faire. Là, j'ai ouvert une vidéo sur un truc où il marque The most difficult shot in movie history. Et il va te prouver en quoi un seul plan, qui n'est pas du tout un plan séquence ou un truc comme ça, mais un seul plan est compliqué à faire à ce point-là. Calmo, c'est pas mal. C'est sur de la comédie. Versus est très bien. Le cinéma est politique. C'est pas vraiment de vidéos essais, mais les vidéos sont qualitatives. C'est sur de la politique, notamment dans les films. C'est très bien fait, très bien raconté, assez intelligible. La personne qui présente et qui fait l'émission, elle parle d'une façon très... Alors, elle a été interviewée, cette femme, par Usul. Je ne l'ai pas encore écouté l'interview, mais j'irai écouter pour avoir un peu le discours autre que devant la caméra. Mais je suis sûr que c'est très bien ce qu'elle a dit. Et vraiment, sa chaîne, elle mérite de monter en puissance, hein, parce que gros travail. Hein. Donc, c'est cinéma et politique, je le rappelle. Bon, Guillaume Cassard, il fait ses trucs de son côté, mais moi, je trouve que c'est pas une chaîne qui m'apprend quelque chose. Parce qu'il revient sur des films assez connus quand même. Donc, bon. La séance de Marty est intéressante, mais j'ai revu toutes ces vidéos à un moment, j'ai tout revu. Et je vois vraiment des faiblesses. Des faiblesses de style, des faiblesses de discours, des faiblesses de discipline aussi, dans l'écriture, qui me font pas vraiment apprécier la chaîne. Et c'est pas parce qu'il y a des effets de tous les côtés que forcément c'est bien. C'est Club de Mr. Bobine est bien. Ça roule tout seul. Là, ils ont trouvé vraiment une énergie qui leur correspond totalement. Lessons from the Screenplay.
C'est encore une fois, c'est de l'anglais. Il y a des trucs très intéressants. Il y a notamment, je crois que c'est d'ici que j'ai trouvé une vidéo qui parlait de toute la fin d'Interstellar, sur l'idée de l'amour et tout ça, comment c'est justifié et très fort dans le film. Il le justifiait vraiment très 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 bien. Je crois que c'était sur cette chaîne-là. Il y a bien sûr Microciné qui fait des émissions sur des interviews et tout ça. C'est pas vraiment de la vidéo essai, mais des fois ça te permet de mettre en perspective certaines choses. Zoanima, donc Z-O espace, espace, et après Anima. C'est très intéressant aussi ce qu'ils ont fait. Oui, alors Vincent, tu parles c'est compliqué des histoires de strike, c'est qu'on n'a pas de choses claires. Donc nous, on joue dans l'ombre en fait. On avance dans l'ombre, dans la brume la plus épaisse, la plus écossaise des brumes. Hein. Ah ouais, c'est dur. Et du coup, on n'ose pas avancer. Moi, je sais que j'ose pas avancer. Et il y en a d'autres qui avancent, mais genre en mode rien à foutre. Hein. Et il y en a d'autres qui sont très frileux parce qu'ils veulent garder le peu de terrain qu'ils ont. Et moi, c'est un peu ça. Ah, bonsoir Anthony. Alors, je ne te réponds que maintenant parce que je rattrape mon chat, hein, comme d'habitude. J'espère que tout se passe bien pour toi, que tu vas passer de très bonnes fêtes, que t'as pas le Covid, que ta famille n'a pas de Covid, que ton enfant se porte bien. Vraiment, je suis content que tu sois là. Je suis content que tu me soutiennes, que tu sois sur la chaîne. En fait, et aussi, j'aurais trop envie de te reparler en vocal, en fait, tout simplement aussi, bêtement. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Alors, Golgoth, je n'ai pas vu le West Side Story de Spielberg. Non, je suis pas sûr de vouloir aller le voir. Écoutez, comme à mon habitude, je crois qu'on va s'arrêter là pour les coups des 2h30 de FAQ. Moi, je trouve ça va. Ça me permet encore de faire 2-3 machins. J'ai gardé un point important. Enfin, c'est pas important, mais c'est un truc qui me travaille pour la prochaine fois. Encore une fois, n'hésitez pas, sous mes vidéos, si vous avez des commentaires, enfin des questions. Je vous remercie d'être là depuis tout ce temps, d'être là en commentaire, de me montrer votre intérêt pour me suivre en commentant les vidéos, éventuellement les partageant. Je ne fais pas de pub pour ça, parce que c'est un peu racoleur au bout d'un moment, faire ça à chaque fois. Je préfère dire merci en fin de vidéo que dire abonnez-vous. Des fois je le dis, mais c'est vraiment si l'idée me traverse l'esprit, mais c'est pas un truc que j'écris dans mes notes. Vous voyez, alors que les remerciements, oui, ça je le dis. Je vous dis, écoutez, à bientôt. Je sais pas si j'aurai le temps d'écrire, de faire une critique avant les fêtes. Je ne pense pas. Je vous remercie encore et je vous souhaite de très bonnes soirées et finalement un très bon Noël, de très bonnes fêtes. Bonne soirée.